sommes mardi, le 12 janvier 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement burundais se lève pour faire face à la nouvelle vague de la pandémie de coronavirus. Des nouvelles mesures ont été prises. La volonté de la CVR de falsifier l'histoire du Burundi pour des intérêts politiques risque de replonger le pays dans des conflits interethniques. C'est l'analyse d'un écrivain burundais et chercheur David Gakunzi. La Maison Shalom a lancé ce mardi un nouveau programme d'apprentissage appelé Académie Ubuntu. Ce programme aura pour mission d'encadrer les réfugiés dans les formations. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Face à l'augmentation du nombre de personnes testées positives à la COVID-19, le gouvernement burundais relance la campagne de dépistage massif. Dans un message à la nation du président de la République de ce lundi, Évariste Ndayishimiye demande avec insistance à tous qui suspectent ou présentent des symptômes de la COVID-19 de se faire dépister dans les plus brefs délais. Suivez. Notre pays avait réussi à contenir sa propagation, mais nous faisons face à une deuxième vague de cette pandémie due à notre manque de vigilance. C'est pour cette raison que nous relançons officiellement la campagne de dépistage massif que nous avons baptisée « Je guéris, je me protège et je ne propage pas le coronavirus ». Cette campagne intensive durera un mois et nous permettra d'éradiquer la pandémie. Par la grâce de Dieu, la première phase de cette campagne nous avait permis de venir à bout de cette pandémie avec 0 nouveau cas enregistrés localement. Cependant, certains de nos compatriotes se sont montrés irresponsables envers leur pays et même envers eux-mêmes et les leurs. Certains ont violé les mesures de quarantaine obligatoires, d'autres ont laissé passer des cas suspects de Covid-19 en échange de pots de vin au niveau des frontières. Nous relançons la campagne de dépistage massif. J'exhorte vivement tous ceux qui suspectent ou présentent des symptômes de la Covid-19 ou ceux qui ont été en contact avec des cas positifs de se faire dépister dans les plus brefs délais. Je demande avec insistance à tous mes compatriotes et à tous les étrangers vivant au Burundi de s'impliquer concrètement, chacun à son niveau, dans la lutte contre ce virus. Faites-vous dépister, c'est le meilleur moyen de vous protéger, de protéger vos proches et tout le pays. Ce n'est qu'ensemble qu'on y arrivera. C'est le réveil général, ou presque au Burundi. Chaque jour qui passe apporte son lot de nouvelles mesures contre la propagation du Covid-19. C'est le cas, entre autres, de l'obligation de porter le masque dans les enceintes de la mairie de Bujumbura et la fermeture des boîtes de nuit. Celle-ci s'ajoute notamment à la fermeture des frontières entrée en vigueur lundi. Franck Kazé. Annoncée la semaine dernière par le gouvernement, la fermeture des frontières terrestres et maritimes a pris effet lundi. Sur les points d'entrée de Kobero sur la frontière avec la Tanzanie et de Mugina entre le Burundi et le Rwanda, la mesure a été respectée selon des témoins sur place. À compter du même jour, tout voyageur arrivant par l'aéroport international Melchior Ndadaye doit désormais être mis en quarantaine pendant 7 jours contre 3 auparavant. Le même voyageur doit être soumis à 2 prélèvements à l'arrivée et 1 jour avant la sortie de la quarantaine. Mais l'ampleur de plus en plus grandissante de la pandémie pousse les autorités à prendre d'autres mesures. Le ministre de la Santé, Tade Ndikumana, a indiqué lundi que désormais les boîtes de nuit sont fermées. De même, il a demandé à tous ceux qui organisent des rencontres de respecter les mesures barrières. Ces annonces font visiblement tache d'huile. Le même jour dans la soirée, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, a publié un communiqué exigeant que toute personne qui entre dans les enceintes de la mairie porte un masque au risque de ne pas être reçue. Une démarche qui s'inscrit dans l'appel lancé par le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Lundi, dans un message à la nation, le président de la République a appelé toutes les autorités à faire respecter les différentes mesures. Par la même occasion, il a annoncé la reprise, pendant un mois, de la campagne de vaccination de masse qui avait été arrêtée en septembre. Cette mobilisation sans précédent est motivée par une recrudescence de cas positifs de Covid-19.
En une semaine, plus de 200 personnes ont été testées positives. Il s'agit en majorité de cas importés. Dans cette même logique, de prendre des mesures drastiques pour faire face à cette propagation de la pandémie de coronavirus, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique vient de rendre obligatoire le port du masque pour tous les conducteurs de véhicules de transport en commun à partir de ce mercredi 13 janvier 2021. Le port du masque sera aussi obligatoire pour tous les passagers qui utilisent les véhicules de transport en commun dès ce jeudi 14 janvier 2021. Le rapport récemment présenté par le président de la Commission Vérité et Réconciliation aux parlementaires contient des mensonges, surtout sur l'identité de ceux qui ont attaqué au sud du pays en 1972. Certains natifs du Sud se souviennent de certains noms des Burundais de l'ethnie Hutu qui venaient de la formation en RDC et en Tanzanie. Nova Ninhunze nie également un quelconque plan d'éliminer les Hutus avant cette attaque. Il accuse par contre le gouvernement de l'époque d'avoir tué des Hutus qui n'étaient pas impliqués dans ces massacres. Suivez son témoignage. Les tueries ont commencé le jeudi le 29 et c'était les Tutsis qui étaient visés. Et c'était toute la plaine de Bujumbura à Nyanzalak. Les jours suivants, c'était Vugizo et Mabanda et d'autres contrées de l'intérieur comme Zanda. Pendant la première semaine, c'était donc les Tutsis qui étaient visés et c'était, disons, la réplique de l'armée, des forces de l'ordre pour contrecarrer ces attaquants. Et en fait, les Hutus, ils ont été tués pendant les semaines qui ont suivi, en mai et en juin, peut-être même plus tard. Mais pendant la première semaine de mai, c'était les victimes, c'était les Tutsis. Et les gens qui les tuaient, c'était ceux qu'on a appelés les Maïmouré, mais en fait, ils étaient les leaders de cette rébellion, c'était des Hutus. On parle généralement de quelques noms comme Mbacha ou Mpacha, mais je pense que c'était un jeune. Il doit y avoir d'autres qui étaient beaucoup plus hauts que lui, que la CVR peut probablement trouver. Donc, il y a encore des zones sombres, mais ce que dit la CVR qui veut dire que ce sont probablement le gouvernement qui a organisé les tueries des Tutsis, c'est complètement faux. Donc, pendant la première semaine de mai, ce sont les Tutsis qui étaient visés, ce sont les Tutsis qui ont été tués. Bien sûr, les forces de l'ordre ont intervenu. Monsieur l'ambassadeur Ndayishariye dit qu'ils ont pris toute une semaine avant d'intervenir. C'est pas vrai. Il y a des indications que Rumongue, par exemple, était sécurisé déjà mardi. Il y a aussi des gens qui disent qu'il y a des preuves que les soldats burundais étaient déjà à Mabanda le mercredi. Donc, pendant cette semaine, ce sont les Tutsis qui ont été tués et ce sont les attaquants qui ont été tués. La répression elle-même, qui a visé l'élite Hutu, elle a commencé bien après, peut-être la deuxième semaine, et même plus tard en avril, en mai, en juin et en juillet. C'est complètement faux que le gouvernement ait organisé des tueries de Tutsis pour pouvoir tuer les Hutus. Le gouvernement, il est responsable de la répression aveugle qui s'est passée un peu plus tard. Et il est responsable de n'avoir pas attrapé disons les gens qui étaient coupables et de les avoir jugés. Il est responsable d'avoir éliminé l'élite Hutu sans distinction. La Commission Vérité et Réconciliation ne ménage aucun effort pour falsifier l'histoire du Burundi. Ces propos sont de David Gakunzi, un écrivain et chercheur burundais. Il s'exprimait sur le rapport présenté par le président de la CVR, Pierre-Claver Ndayishariye, aux deux chambres du Parlement réunies ce vendredi. Pour David Gakunzi, fausser l'histoire pour des intérêts politiques risque de raviver les divisions interethniques au Burundi. Le passé du Burundi a été marqué par des événements tragiques. Nous devons avoir le courage de regarder ce passé en face. Regarder les faits tels qu'ils se sont déroulés. Mais regarder ce passé pour recréer le lien social, pour réconcilier les Barundis, pour créer une citoyenneté non ethnique,
pour reconstruire au cœur de notre société l'humanisme. Regarder ce passé, et recréer une mémoire collective commune pour construire un avenir commun. Regarder le passé non pas pour manipuler les douleurs des uns des autres, pour diviser, pour régner. Cela suppose d'abord deux conditions. Un cadre politique sain, un cadre politique marqué par l'ouverture et deuxièmement, des personnalités morales, éthiques qui sont crédibles, comme par exemple Monseigneur Nahimana qui vient malheureusement de nous quitter. Regarder le passé, oui, mais regarder le passé avec un message clair, la reconstruction de l'unité, et non pas utiliser le passé pour couvrir des crimes actuels ou pour essayer de diviser les Burundais. Nous ne sortirons du cycle des massacres dans lesquels nous sommes depuis l'indépendance que si nous sommes honnêtes par rapport à nous-mêmes, que si nous arrivons à donner de la place au malheur des uns et des autres. Parce que les Burundais, qu'ils soient Tutsis ou Hutus, sont morts innocemment en 65, en 72, en 93, y compris aujourd'hui. Donc regardons le passé, mais regardons-le avec honnêteté. Quand les Hutus ont été massacrés en 72, c'était une honte pour tous les Burundais. Quand des Tutsis ont été massacrés en 93, c'est une honte pour tous les Burundais. Quand des Burundais continuent d'être tués aujourd'hui, c'est une honte pour tous les Burundais. Essayons de sortir de ces cycles-là et en mettant en avant le fait que quand un Burundais meurt pour ce qu'il est, cela nous diminue tous dans notre humanité. C'est un nouveau projet de la Maison Shalom. L'Académie Ubuntu, dans son programme d'éducation, la Maison Shalom va assurer un encadrement de jeunes réfugiés et des adultes dans différents domaines d'apprentissage. Dans un premier temps, la formation sera faite en ligne, tenant compte du contexte du Covid-19, mais elle sera adaptée après cette pandémie. Le projet a été lancé ce mardi. Il est basé au centre Oasis of Peace de Kigali et au centre Élite, situé au camp des réfugiés de Mahama. Winnie Nkurunziza. L'enseignement portera sur des modules orientés dans des domaines précis. Après le lancement du projet Académie Ubuntu, les facilitateurs dans ce projet, en compagnie avec les responsables de la Maison Shalom, ont animé un point de presse. Ruth Nilele, en provenance de l'Italie, sera la facilitatrice du module Résilience et Leadership. Elle précise comment ils vont choisir ceux qui vont participer dans cette formation. Comme vous voyez, il y a plusieurs modules. Aujourd'hui, on en a présenté, je pense, 6 modules. Donc, le choix des candidats pour participer, bien sûr, seront différents suivant les modules. Moi, j'ai donné l'exemple du module que moi et une autre amie, compatriote qui s'appelle Karine Kaneza, qu'on va dispenser ensemble. C'est un module pour les adolescentes, la résilience et le leadership des adolescentes. On va commencer par des adolescentes qui se trouvent dans le camp de Mahama. Donc, c'est l'équipe de Maison Shalom qui va se charger de nous trouver des jeunes filles qui seront des formatrices. Donc, c'est pour dire qu'on ne va pas prendre beaucoup. Dans un premier temps, on forme des formatrices, ce qui veut dire que probablement, on aimerait bien avoir entre 2 ou 3 jeunes filles par village du camp de Mahama, ce qui nous ramène à plus ou moins une trentaine de jeunes filles. Du moment que ce programme commence dans un contexte particulier de la pandémie du Covid-19, des moyens logistiques sont prévus pour des travaux des équipes en ligne. Emery Emerusenge est le chargé de la communication à la Maison Shalom. Il rassure que tout est prêt grâce à la collaboration des partenaires. En ce qui est des moyens logistiques pour dispenser ces cours de l'Académie Ubuntu, la Maison Shalom, appuyée par la Fondation Mastercard, est prête. Nous avons déjà mis en place 2 centres de formation en ligne. L'une se trouve à Kigali, sur la base de la Maison Shalom, et l'autre se trouve dans nos bureaux de Elite Center à Mahama. Donc, nous pourrons accueillir des participants, des apprenants en place, mais aussi ceux qui seront en ligne et aussi des professeurs ou ceux qui voudraient partager, échanger sur leurs expériences en ligne. Donc, logistiquement, nous sommes prêts. Dans un premier temps, il est prévu 120 ordinateurs pour ce projet. Ces machines étaient également utilisées dans d'autres projets de la Maison Shalom. Dans l'équipe du module sur la résilience et le leadership, elle verra la participation d'au moins 30 jeunes adolescents du camp de Mahama.
Merci à Winnie Nkurunziza. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.